L'impact se fit sentir avant même la première pensée. Ce fut comme si un voile silencieux se déchirait à l'instant où la perception s'ouvrit, révélant quelque chose qui avait toujours été là, mais jamais nommé. La vérité jaillit avec la force d'un éclair souterrain. Rien de ce que nous appelons rencontre humaine ne commence par un geste visible. Tout prend naissance bien plus tôt, dans les profondeurs obscures où la conscience repose, attendant d'être découverte. Carl Jung disait que le premier contact entre deux âmes ne se produit pas dans le monde extérieur, mais dans la zone secrète où les symboles respirent. Et à mesure que cette idée résonnait en moi, un sentiment profond se forma, comme si une présence ancestrale allait parler à travers le silence. L'air était différent à cet instant, dense, chargé de quelque chose qui n'était pas vraiment une émotion, mais plutôt une sorte de reconnaissance involontaire. C'était comme si chaque particule environnante s'était animée d'une vie nouvelle, d'une conscience accrue. Et c'est dans cette atmosphère saturée de sens que le récit commença à se déployer, tel un fleuve s'éveillant après un long hiver. La question se posa, inévitable et pressante, que se passe-t-il réellement lorsque deux consciences ayant déjà découvert leur propre plénitude se rencontrent? Il ne s'agissait pas de répéter des explications connues, mais de traverser le mystère qui palpite en elles. Carl Jung décrivait chaque véritable rencontre comme un choc de mondes intérieurs. Chaque être porte en lui un vaste univers, fait de lumière et d'ombre, et lorsque deux univers se rencontrent, des tensions surgissent, pas toujours observables, mais assurément ressenties. Et là, en ce premier instant, quelque chose de subtil commença à remettre en question l'ordre établi. Il n'y avait ni manque, ni attente, ni peur. Il n'y avait qu'une présence pleine et entière, consciente d'elle-même. Et pourtant, profondément intriguée par le miroir vivant qui se formait en présence de l'autre. La question la plus troublante, simple en apparence mais profonde en réalité, était la suivante. Qu'est-ce qui émeut ceux qui n'ont plus besoin d'être émus? Qu'est-ce qui attire ceux qui ne cherchent plus la plénitude hors d'eux-mêmes? Carl Jung affirmait que ce n'est pas le désir qui unit ces âmes, mais la synchronicité, ce phénomène qui se manifeste lorsque deux chemins intérieurs convergent sans raison apparente, comme s'ils obéissaient à un appel qui les devançait. Le récit se déploya alors à la lumière de ce principe, élargissant la perception que chaque geste initial recèle une histoire secrète encore à raconter. Cette rencontre ne commença pas par des mots, mais par une vibration intime, une reconnaissance qui ressemblait à un souvenir non pas du passé, mais de l'essence même de l'être. C'était comme si l'autre s'intégrait soudain à une carte ancestrale, révélant des passages intérieurs jusque-là cachés. Et avant cette révélation, un malaise inévitable surgit. Pourquoi cette reconnaissance éveille-t-elle un si fort sentiment d'inéluctabilité? Carl Jung affirmait que c'est parce que ce que nous reconnaissons chez l'autre n'est pas l'autre, mais ce qui a toujours été enfoui en nous. Et cette vérité lumineuse et déconcertante commença à élargir l'énigme. Les émotions ne se manifestaient pas avec fracas. Au contraire, elles évoluaient en strates profondes et silencieuses, telles des racines s'entremêlant sous la terre. Une beauté presque austère se dégageait de l'organisation de toute chose. Rien n'était excessif, rien n'était superflu. Chaque sensation semblait occuper précisément l'espace qu'elle méritait, comme obéissant à un ordre intérieur qu'il n'était pas nécessaire de comprendre pour être vécu. Et de cet équilibre rare naquit une tension inattendue, et si la véritable union n'était pas une fusion, mais une reconnaissance mutuelle de la totalité. Carl Jung soulignait sans cesse le danger des illusions émotionnelles, nous rappelant que la plupart des relations naissent de la projection. Nous voyons chez l'autre ce que nous voudrions qu'il soit, et non ce qu'il est réellement. Mais là, dans ce champ subtil où deux présences éveillées étaient observées, il n'y avait point de projection. Il y avait une clarté presque désarmante, comme si chacun percevait l'autre dans sa totalité. Cette clarté apportait non seulement du réconfort, mais aussi une nouvelle forme de provocation. Quand il n'y a plus de masque, quand il n'y a plus d'idéalisation, que reste-t-il pour faire perdurer la relation? Et cette question, si simple en apparence, se transformait en une porte ouverte sur des profondeurs de mystère toujours plus grandes. L'espace environnant semblait s'animer. Le temps ralentissait non par magie, mais avec une précision chirurgicale. C'était comme si quelque chose exigeait
que chaque seconde soit pleinement ressentie, pleinement vécue. Et de ce ralentissement naquit une autre préoccupation. Combien de fois au cours de notre vie percevons-nous véritablement l'autre au-delà du brouillard de nos besoins personnels? Carl Jung dirait rarement. Et c'est peut-être pourquoi ces rencontres éveillées sont si rares, si uniques et si difficiles à décrire sans en appauvrir l'expérience. Le sentiment de plénitude n'anéantissait pas le désir de proximité, mais le transformait. Il ne s'agissait pas d'un désir de posséder ni d'être possédé, c'était un désir de témoigner, d'observer le déploiement de l'autre comme on observait l'expansion d'un univers parallèle. Ce désir était dépourvu d'urgence, d'angoisse, de précipitation. Et pourtant, il portait une intensité presque dangereuse, comme s'il touchait à un point central de l'existence. Carl Jung y aurait vu le mouvement naturel de la psyché lorsqu'elle rencontre quelque chose qui résonne avec sa propre totalité. Le point le plus intrigant, cependant, n'était pas l'absence de besoin, mais la présence du choix. Deux êtres entiers se rapprochant car ils désirent de partager quelque chose qui n'a pas besoin de nom. Et ce désir, si pur dans son origine, soulevait une troisième question qui frappait la conscience comme un éclair. Que désire-t-on exactement lorsqu'on ne désire plus rien? Que reste-t-il lorsque le vide intérieur a déjà été comblé par sa propre essence? Carl Jung suggérerait que ce qui demeure est la curiosité primordiale, l'impulsion du soi à s'observer se reflétant sous une autre forme. Ce type de rencontre ne promet ni stabilité, ni éternité, ni sécurité. Il ne promet que la vérité. Et cette promesse, si simple et si exigeante, a le pouvoir de déstabiliser tout ce qui paraissait solide. La vérité, lorsqu'elle se manifeste sans filtre, peut être dérangeante. Elle peut révéler des aspects de nous-mêmes que nous préférerions cacher. Et c'est précisément cette subtilité qui a commencé à s'insinuer dans les profondeurs de la conscience. Sommes-nous vraiment prêts à nous montrer tels que nous sommes, sans artifice? Carl Jung soulignerait que le courage de maintenir cette vision est ce qui distingue les éveillés des endormis. À mesure que cette réflexion s'amplifiait, une tension palpable parcourut la pièce. Ce n'était pas de la peur, mais de l'anticipation. Le sentiment que quelque chose de plus grand allait émerger, quelque chose qui exigerait non seulement de la compréhension, mais aussi un abandon total. L'expérience semblait s'approfondir d'elle-même, comme attirée par une force invisible. Une force qui ne provenait pas de l'autre, mais de la rencontre entre deux centres de pleine conscience. Et cette force soulevait une autre question. Que peut-il naître de la rencontre de deux intérieurs lumineux, sans intention de se compléter, mais seulement de se reconnaître? Le mystère s'épaississait. Le sentiment d'inéluctabilité s'intensifiait. Quelque chose se tramait derrière chaque pensée, comme si une grande révélation était sur le point de franchir le seuil de la conscience. Carl Jung appellerait cela l'approche du symbole vivant, qui non seulement représente, mais transforme. Et le récit commença à s'incliner devant cette présence symbolique, se préparant à quelque chose d'encore innommable. Cependant, avant que cette révélation ne puisse se confirmer, une dernière question surgit, plus profonde que toutes les précédentes. Elle parvint comme un murmure grave, chargé de sens. Ce que nous trouvons chez l'autre, est-ce véritablement l'autre, ou est-ce la part de nous-mêmes qui a enfin osé s'éveiller? Cette question, si simple et pourtant si dangereuse, ouvrait le portail vers la phase suivante du voyage. La réponse demeurait cachée, attendant le moment propice pour se révéler. Ainsi, au seuil de ce point critique, le récit marque une pause, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Quelque chose est sur le point d'être révélé, quelque chose qui pourrait bouleverser à jamais notre compréhension des relations humaines. Et lorsque cette révélation surviendra enfin, plus rien ne sera jamais perçu de la même manière. La liberté entre deux consciences éveillées ne naît pas d'une théorie spirituelle, mais d'un geste simple, quotidien, presque imperceptible pour un observateur extérieur. Elle se manifeste lorsque l'un ouvre la porte d'entrée et ne ressent aucun besoin de demander où l'autre était, car aucune ombre de suspicion ne s'y mêle. Carl Jung disait que la véritable liberté psychologique se révèle dans les plus infimes détails, et c'est précisément dans ces détails que l'intimité éveillée trouve son expression la plus silencieuse. C'est dans des situations en apparence banales
que la profondeur devient manifeste, comme au moment où ils s'installent pour prendre un café et n'ont nul besoin de combler le silence par des mots, car celui-ci en dit long. Il n'y a ni urgence à expliquer, ni crainte de ce qui reste non dit. Il y a seulement un être, simple et entier, soutenu par la certitude qu'il n'y a rien à défendre. Un jour, alors qu'ils marchaient côte à côte dans une rue ordinaire, l'un d'eux réalisa qu'il ne cherchait pas à suivre le rythme de l'autre. Plus aucune angoisse de ne pas être distancé, plus aucune tentative d'imposer le rythme de la marche. C'était une danse spontanée et naturelle, fluide et sans effort. Et cette légèreté fit ressurgir un souvenir ancien, la sensation de marcher avec quelqu'un et de ressentir le poids constant des attentes. Quand ce poids disparaît, quelque chose de presque magique se produit. Jung dirait que c'est le moment où les projections commencent à s'effondrer et où l'autre cesse d'être le reflet de nos besoins pour devenir une présence en soi. Cette prise de conscience simple et pourtant bouleversante apporta une clarté soudaine. La véritable intimité ne naît pas de l'effort pour s'unir, mais de la libération de l'impulsion à contrôler. Et c'est ce même jour, devant la vitrine d'un magasin quelconque, qu'un petit tournant inattendu se produisit. En observant leur reflet dans la vitre, une pensée leur traversa l'esprit comme un souffle. Ils n'étaient pas ensemble parce qu'ils se complétaient, mais parce qu'ils se reconnaissaient. Cette reconnaissance n'entraîna pas d'exaltation romantique, mais un silence intérieur qui touchait à quelque chose de profond. C'était comme si, dans ce reflet partagé, ils voyaient tous deux non seulement deux corps, mais deux centres de conscience qui avaient cessé de jouer au vieux jeu de l'attachement. L'image provoqua une vibration étrange, presque énigmatique, comme si un symbole était sur le point d'émerger. Carl Jung appellerait cela l'irruption de l'inconscient symbolique, cet instant où quelque chose d'apparemment ordinaire s'ouvre comme une porte sur une signification bien plus vaste. L'absence de drame ne signifie pas une absence d'intensité. Au contraire, certaines émotions surgissaient avec une telle pureté qu'elles en étaient presque effrayantes. Un soir, au cours d'une conversation paisible, une brève pointe de jalousie apparut, si fugace qu'elle s'évapora presque avant même d'être perçue. Mon réflexe aurait été de m'en emparer, de la modeler en un récit de menaces, d'exiger des explications, de déclencher des tempêtes. Mais rien de tout cela ne se produisit. Le sentiment monta comme une petite vague et se dissipa tout aussi vite, sans laisser de traces. Il n'y avait ni histoire, ni accusation, ni besoin de transformer un mouvement émotionnel en preuve. Jung affirmait clairement que l'ego aime construire des récits à partir d'émotions passagères. Et là, à cet instant précis, la conscience éveillée choisit de ne pas s'identifier à la vague, mais simplement de la laisser passer. Cette façon d'appréhender les émotions créait une atmosphère presque inexplicable pour quiconque tentait de la comprendre par la logique ordinaire. Il y avait une présence, une intensité, mais aucune emprise. C'est comme contempler un coucher de soleil. On peut admirer sa beauté, ressentir des émotions, mais sans éprouver le besoin de retenir le soleil pour qu'il disparaisse à l'horizon. De même, la relation entre ces deux consciences ne cherchait ni à retenir, ni à modeler, ni à limiter. Chacune était comme le vent qui souffle librement, non par désir de s'échapper, mais par nature. Carl Jung nous rappellerait que l'être éveillé reconnaît la liberté comme une composante essentielle de l'âme, et que toute tentative de l'emprisonner détruit le sens même de la relation. Au quotidien, cette liberté se manifestait par des gestes presque imperceptibles. L'un pouvait passer des heures absorbé par un projet personnel, sans que l'autre n'éprouve le besoin d'intervenir, de poser des questions ou d'exiger de l'attention. Il n'y avait pas de jeu du « pourquoi es-tu distant ?» car la distance n'était pas perçue comme une menace. C'était simplement de l'espace, un espace vivant, fertile, nécessaire. Ce type de relation rappelle celle de deux artistes partageant le même atelier. Chacun travaille sur sa toile, complètement absorbé, et pourtant, ils ressentent la présence de l'autre comme une forme de camaraderie silencieuse qui n'étouffe ni n'envahit. Jung dirait que c'est l'équilibre entre individuation et réciprocité, une union où aucune des deux parties n'a besoin de se dissoudre pour que le lien existe. C'est lors d'un de ces moments en apparence anodins qu'un événement inattendu se produisit. Tandis que l'un d'eux dessinait distraitement sur une feuille de papier,
sa main se mit à bouger sans intention apparente, comme guidée par une force plus profonde. La forme qui en émergea était simple, presque enfantine, 2 cercles qui se touchaient sans fusionner. Mais l'image exerçait un magnétisme singulier. Lorsque l'autre regarda le dessin, aucune explication ne fut nécessaire, seulement une reconnaissance immédiate. C'était comme si la figure révélait silencieusement l'essence de leur relation. Carl Jung qualifierait ce dessin de manifestation spontanée de l'inconscient collectif. Une image symbolique qui exprime une vérité intérieure plus profondément que n'importe quel mot. Ce petit geste, surgit sans prévenir, instaura une atmosphère étrange, comme si un portail s'était ouvert un instant. Ce n'était pas un présage, mais le rappel qu'une force plus grande était à l'œuvre, et c'est précisément dans cette atmosphère de légèreté et de profondeur qu'une réflexion commença à se former, presque comme une prémonition. Aussi harmonieuse que fut la rencontre entre 2 consciences éveillées, quelque chose restait à émerger, quelque chose qui ne se révélait ni par des gestes délicats, ni par des silences empreints de présence. C'était une sensation souterraine, une sorte de vibration qui approchait lentement. Il n'y avait pas de peur, mais une attente, comme si une nouvelle étape était sur le point de commencer. Jung a toujours affirmé que l'évolution intérieure n'est pas linéaire, mais cyclique, et que chaque cycle apporte une nouvelle ombre à percevoir, une nouvelle lumière à comprendre. Ce sentiment de proximité s'intensifia un après-midi. Assis côte à côte, observant l'animation de la rue, ils prirent simultanément conscience qu'en eux quelque chose changeait, non pas grâce à l'autre, mais grâce à leur propre processus d'épanouissement intérieur. C'était comme si leur relation était sur le point de franchir un seuil invisible. L'intuition était claire, mais le sens demeurait encore indéfini. Et c'est précisément cette indéfinition qui engendrait une tension subtile, la même tension qui précède l'émergence d'un symbole transformateur. L'instant d'après, sans raison apparente, l'un d'eux demanda à l'autre d'une voix basse et curieuse « Tu sens quelque chose qui approche ?» La question tomba dans l'air comme une pierre jetée dans un lac immobile. Les ondulations qui se formèrent n'étaient pas de peur, mais de reconnaissance. Carl Jung dirait que ce genre de perception partagée est le signe que les inconscients commencent à se mouvoir à l'unisson, préparant le terrain pour une révélation qui appartient non seulement au plan émotionnel, mais aussi au plan symbolique de la psyché. Le silence qui suivit était si dense qu'il semblait receler un message caché. Quelque chose allait être révélé. Quelque chose qui changerait non seulement leur relation, mais aussi la façon dont chacun se percevait. Ce sentiment grandissait, emplissant l'air comme un parfum invisible, annonçant que la prochaine étape ne serait pas une simple contemplation, mais une transformation active. Alors que le monde autour d'eux poursuivait sa routine indifférente, ils sentaient tous deux qu'ils se trouvaient au seuil d'un bouleversement, un seuil qu'il faudrait du courage pour franchir, un seuil qui, une fois franchi, ne permettrait aucun retour. Ce qui allait suivre ne serait ni doux ni prévisible. Ce serait profond, symbolique et inévitable. Et lorsque la vérité éclaterait enfin, chacun devrait faire face à quelque chose qu'il serait impossible d'ignorer. La prochaine respiration marquerait le début de ce déploiement. La révélation qui planait depuis la fin de la partie précédente commença à se manifester sous la forme d'une vibration silencieuse qui traversait non seulement l'espace entre eux, mais aussi leur fort intérieur. C'était comme si une membrane invisible était sur le point de se rompre, exposant quelque chose qui avait toujours existé, mais qui n'avait jamais été affronté de front. Carl Jung disait que la rencontre entre 2 êtres en chemin vers leur propre individuation suscite inévitablement des forces qu'aucun d'eux ne maîtrise. Et à présent, ces forces commençaient à se mettre en mouvement, non comme une menace, mais comme une invitation. Une invitation à franchir la frontière entre la simple conscience de la liberté et le mystère qui la sous-tend. La transparence entre eux s'est approfondie d'une manière étrange, presque déconcertante. Nul besoin d'expliquer, nulle tension à se montrer sous son meilleur jour. Chaque mot prononcé était accueilli par l'autre comme une danse fluide, sans la moindre friction. C'était une communication où même le silence participait, offrant des nuances et des significations qui n'avaient pas besoin d'être traduites. Carl Jung parlait toujours de l'importance de l'honnêteté symbolique, cette vérité qui ne s'exprime pas seulement par les mots, mais par l'énergie qui émane de celui qui a appris à habiter son essence.
Là, cette énergie était palpable. Mais une pensée soudaine transperça la sérénité comme un éclair. Jusqu'où cette transparence peut-elle aller avant de toucher à quelque chose qui n'est pas encore prêt à être vu? Cette question résonna en eux comme un doux avertissement, et pourtant, elle provoqua une pause. La simplicité avec laquelle ils se présentèrent n'effaçait pas le fait que chaque être humain possède des profondeurs intérieures rarement explorées. Et Jung affirmait que la véritable rencontre entre âmes éveillées n'évite pas les ombres, elle les illumine. Ainsi, le simple fait de cheminer ensemble dans ces profondeurs suffisait déjà à réveiller des symboles enfouis. Quelque chose s'agitait en chacun d'eux, peut-être un souvenir ancien, peut-être un archétype qui reconnaissait le miroir vivant qui se tenait devant lui. Leur communication prit des formes inattendues. Ce n'était ni une conversation rationnelle, ni émotionnelle, ni intellectuelle. C'était une sorte de jeu, comme s'ils étaient deux enfants découvrant le monde à chaque phrase prononcée. Les idées surgissaient et disparaissaient avec légèreté, sans besoin de gagner ni de convaincre. Lorsqu'ils étaient en désaccord, et cela arrivait étonnamment souvent, le désaccord devenait une possibilité, non une menace. Jung disait que deux consciences matures peuvent diverger sans que le lien se rompe, car elles ne s'identifient pas à leur propre opinion. Là, cette vérité était bien réelle. Les différences n'étaient pas des murs, mais des portes. Pourtant, quelque chose persistait. Cette légèreté pouvait-elle dissimuler une profondeur encore inexplorée? La présence du mystère n'était pas seulement tolérée, elle était appréciée. Chacun voyait en l'autre une énigme émouvante, quelque chose d'indéchiffrable. L'imprévisibilité de l'autre n'inspirait pas la peur, mais la fascination. Chaque geste spontané était comme une petite révélation. Jung disait que les êtres humains ne commencent à aimer véritablement que lorsqu'ils acceptent que l'autre soit irréductible à toute explication. Et pourtant, même en le sachant, une douce tension s'insinuait. Ce n'était pas de la méfiance, c'était de l'attente. Le mystère semblait prêt à révéler une nouvelle facette, peut-être plus intense, peut-être plus dangereuse. C'est dans cette atmosphère vibrante qu'une rupture soudaine se produisit. Ils marchaient au crépuscule quand, sans prévenir, l'un d'eux s'arrêta et dit « As-tu déjà remarqué que parfois j'ai l'impression de parler à quelque chose en toi qui n'est pas toi ?» La phrase était simple, mais elle exerçait une attraction troublante. L'autre resta immobile, comme si la question avait réveillé quelque chose de trop profond pour être ignoré. La question s'est alors posée. Qui parle réellement lorsque nous nous ouvrons complètement à quelqu'un? Le silence qui suivit cette question était bien différent des silences confortables qu'ils avaient à partager auparavant. C'était un silence chargé, presque électrique, comme si une figure symbolique pénétrait dans l'espace invisible qui les séparait. Jung disait que lorsque la psyché commence à révéler ses profondeurs, l'atmosphère se charge d'une densité nouvelle, comme si une présence archétypale se manifestait. Et cette présence semblait à présent observer la scène, attendant de leur part le courage nécessaire. Ils comprirent alors que leur communication touchait à un point subtil, une frontière où les voix de l'inconscient se mêlaient à la conscience éveillée. C'était comme si certains mots, avant même d'être prononcés, provenaient d'un lieu qu'aucun d'eux ne pouvait revendiquer. L'un d'eux prit enfin une profonde inspiration et dit « Peut-être entends-tu ce que je n'ai pas encore appris à nommer. » Ces mots ouvrirent une brèche qui illumina tout l'espace intérieur qui les entourait. Mais une nouvelle préoccupation est alors apparue. Sommes-nous prêts à entendre ce que nous ne savons pas encore nommer? Avec le temps, ils comprirent que cette reconnaissance mutuelle engendrait non seulement une sensation de légèreté, mais aussi une étrange impression de reflets démultipliés. Chaque geste, chaque pose, chaque sourire semblait révéler une nouvelle facette de leur âme. Jung disait qu'une véritable rencontre avec autrui est toujours une rencontre avec soi-même, et cette compréhension commença à se matérialiser intensément. À chaque nouveau regard, quelque chose s'éveillait en chacun d'eux, comme si des parts oubliées d'eux-mêmes se réveillaient. La profondeur de leur présence partagée commença alors à engendrer d'étranges petits phénomènes. Certaines phrases étaient prononcées simultanément, certaines émotions surgissaient de concert, certaines pensées semblaient traverser l'espace sans avoir besoin de mots. Ce n'était pas de la télépathie, mais une affinité symbolique. Une affinité si subtile qu'elle défiait toute logique extérieure. Un après-midi, tandis qu'ils discutaient,
Ils s'interrompirent tous deux au milieu d'une phrase et fixèrent le même point vide dans la pièce, comme si quelque chose était passé. Rien n'était visible, mais la sensation était claire. Une troisième présence symbolique était apparue. Et alors la question a surgi, que n'est-il entre deux consciences éveillées lorsque quelque chose au-delà d'elles commence à parler? À partir de ce moment, la communication entre eux prit une autre dimension, le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que la somme de leurs individualités. Ce n'était ni un esprit, ni une entité extérieure, mais la vie symbolique même de leur relation, ce que Jung appellerait la psyché partagée. Elle ne s'exprimait pas par les mots, mais se manifestait dans le champ subtil qui les unissait. C'était comme si la relation avait acquis sa propre voix, son propre souffle, son propre destin. Un soir, l'un d'eux a enfin mis des mots sur ce qu'ils ressentaient tous deux. Il y a quelque chose entre nous qui n'est ni toi ni moi, mais qui demande à être vu. Ces mots ont suscité une vague de reconnaissance, suivie d'une sorte de respect mêlé d'admiration. Ce n'était pas une peur ordinaire, c'était la sensation de se tenir devant un portail qui exigeait non seulement de la sensibilité, mais aussi du courage. La conscience s'éveilla à un nouveau niveau, un espace où la liberté individuelle n'était pas perdue, mais intimement liée à quelque chose de plus grand, quelque chose qui palpitait comme une intelligence silencieuse. Et c'est à ce moment précis que la tension commença véritablement à s'intensifier, non pas à cause d'un conflit, mais en raison de l'inévitabilité de la révélation. Quelque chose devait émerger, quelque chose qui les observait depuis le début, quelque chose qui exigeait désormais d'être reconnu. Et dès qu'ils s'en sont rendus compte simultanément, l'atmosphère a changé. C'était comme si une porte intérieure s'était ouverte. L'étape suivante ne concernerait pas seulement la liberté, ni la reconnaissance. Il s'agirait de franchir le symbole vivant qui se dressait entre eux et de découvrir ce qu'ils cherchaient réellement à révéler. La présence symbolique qui s'était instaurée entre eux deux commença à se manifester de façon inattendue, comme si la rencontre de leur conscience avait éveillé une intelligence silencieuse qui observait et façonnait chaque nouveau geste. Carl Jung disait que ce qui émerge de l'inconscient collectif s'insinue généralement d'abord à travers les événements les plus simples, et c'est précisément dans la vie quotidienne que cette force commença à laisser des traces. Qu'un soir, alors qu'ils cuisinaient ensemble, un événement improbable se produisit. En remuant distraitement une casserole, l'un d'eux remarqua que la vapeur formait dans l'air une figure presque nette, semblable à celle qu'ils avaient involontairement dessinée quelques jours auparavant, deux cercles qui se touchaient sans fusionner. Ce n'était pas exact, ce n'était pas parfait, mais c'était suffisamment reconnaissable pour provoquer un silence immédiat. Le phénomène ne dura que quelques secondes, mais son impact fut tel un appel soudain. Ils ne firent aucun commentaire, aucune explication. Ils se regardèrent simplement avec la certitude silencieuse que ce n'était pas un simple hasard. Le lendemain, un second événement improbable vint confirmer cette vibration grandissante. Tandis qu'ils marchaient dans une rue animée, un oiseau se posa devant eux avec une sérénité inhabituelle, comme suspendu au rythme effréné de la ville. L'animal demeura immobile, les observant d'une fixité presque gênante, et ce n'est qu'après de longs instants qu'il s'envola, laissant derrière lui l'étrange impression d'un message indéchiffrable. Jung dirait que certaines rencontres avec le monde naturel sont des expressions symboliques de contenus intérieurs, surgissant pour confirmer qu'un mouvement profond est à l'œuvre. Et ce petit oiseau, apparaissant au milieu du béton et de la hâte humaine, semblait être précisément cela, un rappel qu'une révélation était sur le point d'être faite, quelque chose qui transcendait la logique ordinaire. L'intimité physique qui les unissait, lorsqu'elle se manifestait, était d'une telle nature qu'elle semblait parfois appartenir à un autre plan de réalité. Il n'y avait ni urgence, ni besoin de validation, ni tentative maladroite de combler le vide par le corps de l'autre. C'était une présence pure, une conscience touchant une autre conscience à travers la matière. C'était une rencontre qui se passait d'explication, car elle n'était pas empreinte de désir, mais d'une ouverture totale. Un jour, un phénomène curieux se produisit. Lorsqu'ils se touchèrent, ils eurent l'impression que le temps ralentissait légèrement, non pas par exagération émotionnelle, mais par une véritable perception physique. L'horloge murale continuait de tourner normalement, mais l'expérience semblait amplifiée.
comme si chaque geste portait en lui des significations invisibles. Carl Jung dirait peut-être que dans ce type d'intimité, il y a une approche du soi, où le corps cesse d'être simplement un corps et devient un véhicule de mystère. L'alternance naturelle entre proximité et distance prit une nouvelle dimension à mesure que cette énergie symbolique s'intensifiait. Certains jours, ils passaient des heures séparés, chacun absorbé par ses propres tâches, et cette séparation ne leur faisait jamais de mal. Au contraire, elle les renforçait. C'était comme respirer, inspirer et expirer, se rapprocher et s'éloigner. Aucun des deux ne craignait les mouvements de l'autre, car il n'y avait ni projet d'abandon, ni ombre de possession. Et c'est précisément lors d'une de ces distances spontanées qu'un événement improbable se produisit. L'un d'eux, travaillant seul dans un café, ressentit un besoin soudain d'écrire, non pas un texte, mais simplement des mots épars, comme si sa main avait devancé son intention. Lorsqu'il eut terminé, il regarda la serviette et réalisa qu'il avait écrit la même phrase que l'autre avait prononcée quelques jours auparavant, sans raison apparente. Il y a entre nous quelque chose qui demande à être vu. La coïncidence était trop frappante pour être ignorée. Jung appellerait cela une synchronicité, un événement extérieur qui coïncide avec un mouvement intérieur avec une telle précision qu'il échappe au hasard. Lorsqu'ils se parlèrent de ces signes, ils ne cherchaient pas d'explication mystique. Ils reconnaissaient simplement qu'une force supérieure était à l'œuvre, quelque chose qui transcendait la compréhension linéaire. Les conflits qui surgissaient parfois commencèrent eux aussi à révéler des aspects inattendus. Il n'y avait ni cri, ni dispute, ni tentative puérile de blesser l'autre pour avoir raison. Il n'y avait que la transparence de deux êtres conscients, capables de reconnaître leur propre part d'ombre, sans chercher à la projeter. Lors d'une de ces situations, au cours d'une conversation particulièrement tendue, l'un d'eux s'arrêta, prit une profonde inspiration et dit « Je n'essaie pas de gagner. J'essaie de comprendre d'où vient cette émotion. » Cette phrase dissipa la tension comme un remède instantané. Carl Jung disait que le véritable conflit ne se résout que lorsque l'ego cesse de rechercher le rôle principal. Et là, à cet instant précis, cette vérité se manifesta d'une manière presque pédagogique. Le plus étrange, c'est que, même dans les moments les plus ordinaires, une présence semblait observer leur relation. Un après-midi comme les autres, alors qu'ils faisaient la vaisselle côte à côte, l'un d'eux laissa tomber un verre qui, inexplicablement, ne se brisa pas. L'objet tomba d'une hauteur considérable, heurta le sol dur, fit 2 rotations sur lui-même et resta intact, comme pour défier les probabilités. Ils le contemplèrent avec une étrangeté partagée. Ce n'était pas le verre qui importait, mais le symbole. Quelque chose soutenait leur relation de manière invisible, comme une protection indicible. Jung dirait que certains événements portent une sorte d'empreinte psychique, un rappel que les mondes extérieurs et intérieurs conspirent parfois à former un récit plus vaste. Leur générosité mutuelle prenait des formes inattendues. Elle ne découlait ni de la culpabilité ni d'une tentative de compensation, mais d'un profond épanouissement. L'un d'eux, remarquant que l'autre était en proie à une épreuve créative, déposa simplement sur la table une petite boîte contenant une pierre trouvée quelques semaines auparavant. La pierre avait une forme naturelle improbable, évoquant vaguement un cœur imparfait. Ce n'était pas un cadeau d'amour romantique, mais un symbole intuitif. À la vue de l'objet, l'autre ressentit une joie insoupçonnée, non pas pour la pierre elle-même, mais pour le geste. Il semblait que tous deux apprenaient à communiquer dans un langage qui s'affranchissait des mots. Le plus frappant, cependant, se produisit un soir où ils étaient allongés sur le canapé, discutant de choses et d'autres. Au beau milieu de leur conversation, la lumière du salon vacilla 3 fois, non pas à cause d'une panne de courant, mais comme en écho à une de leurs paroles. Ils s'arrêtèrent net. Ce vacillement coïncida précisément avec une phrase qui touchait au cœur de leur relation. Parfois, j'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls à parler. La lumière vacilla à cet instant précis. Le silence qui suivit n'était pas empreint de peur, mais d'une profonde reconnaissance. Carl Jung disait que lorsqu'un symbole vivant cherche à se manifester, il trouve des moyens improbables d'y parvenir. Et là, dans ce bref frémissement lumineux, quelque chose sembla confirmer que le symbole qui les unissait était sur le point de prendre forme définitive. La conscience de l'impermanence
prit une place inattendue. Aucun des deux ne craignait que leur relation ne prenne fin un jour. Au contraire, cette conscience de la non-éternité conféra à chaque rencontre une intensité plus authentique. Vivre pleinement l'instant présent devint plus important que de garantir un avenir quelconque. C'était une sorte d'abandon total au présent. Et c'est précisément cet abandon qui crée parfois des phénomènes paradoxaux. Sans désirer l'éternité, ils créèrent des moments comme suspendus hors du temps. Mais à mesure que cet abandon s'amplifiait, une autre présence commença à s'insinuer. La certitude que le symbole qui émergeait entre eux n'était pas simplement la somme de deux consciences éveillées, mais quelque chose qui exigeait une forme concrète. C'était comme si une troisième voix, silencieuse, délicate et profonde, attendait le moment propice pour se révéler pleinement. Et ce moment approchait. L'atmosphère environnante devenait chaque jour plus dense, plus perceptible, comme si les murs, les objets et l'air lui-même témoignaient d'une vérité qui n'avait pas encore été dite. La révélation allait enfin se rapprocher. Et lorsqu'elle surviendrait, elle expliquerait non seulement tout ce qui s'était passé, mais elle exigerait aussi d'eux quelque chose auquel ils n'avaient jamais eu à renoncer auparavant. La révélation qui se tramait depuis les premiers signes commença enfin à prendre forme en eux, telle une pression silencieuse, un mouvement intérieur qu'ils ne pouvaient plus ignorer. C'était comme si la réalité elle-même resserrait ses frontières pour les mener vers un point inéluctable. Carl Jung disait que lorsque la psyché est sur le point de révéler un symbole essentiel, tout autour d'elle se réorganise pour permettre cette naissance. Et maintenant, les petits événements improbables dont ils avaient été témoins semblaient être les pièces d'une même mosaïque, préparant le terrain pour quelque chose de plus grand, de plus profond et de plus transformateur que tout ce qu'ils avaient pu imaginer. L'atmosphère quotidienne se chargeait d'une étrange énergie, comme si chaque geste, chaque mot, chaque silence était chargé d'un sens caché. Ils savaient que le moment approchait car, pour la première fois, ils ressentirent une tension qui ne provenait pas d'un conflit, mais d'une expansion. C'était semblable à la sensation qui précède un rêve lucide, lorsque le corps se repose, tandis que la conscience s'éveille avec une intensité inhabituelle. Au cours d'une promenade nocturne, cette sensation devint presque physique. La rue était déserte et l'air avait un poids étrange, comme imprégné d'attente. Aucun des deux ne dit un mot, mais tous deux sentirent simultanément qu'une présence les accompagnait. Quelque chose d'invisible, mais qui laissait des traces sur leur peau. Jung expliquera plus tard que ce type de synchronicité perceptive survient lorsque deux consciences s'alignent au point de fonctionner comme des miroirs interconnectés, capables de saisir des mouvements qui échappent au sens commun. Le silence entre eux était si dense qu'il semblait émettre un son presque inaudible, comme un murmure venu d'une profondeur insondable. Soudain, une forte rafale de vent balaya la rue, alors que l'air était parfaitement immobile jusque-là. Le vent emporta une feuille solitaire qui se posa à leurs pieds, comme déposée là intentionnellement. Ce n'était pas la feuille elle-même qui les fit frissonner, mais le motif naturel qu'elle dessinait. Deux lignes courbes se touchant en leur centre, formant exactement la même image qui leur était apparue à maintes reprises au cours de ces journées. Lorsque l'un d'eux se baissa pour la ramasser, un frisson lui parcourut les mains, comme si la feuille était chaude, comme si elle avait été déposée directement par une force consciente. Ils échangèrent un regard mêlé d'émerveillement et de malaise. Un mot était superflu. Le symbole qui les accompagnait depuis le début allait enfin révéler sa signification. Ce soir-là, en rentrant chez eux, la tension intérieure monta soudainement. C'était comme si chaque objet de la pièce était légèrement déplacé, non pas physiquement, mais énergétiquement, comme s'ils les observaient. Carl Jung disait que lorsque la conscience franchit un seuil, le monde extérieur reflète ce mouvement avec une précision symbolique. Et c'est précisément ce qu'ils ressentirent en entrant dans la pièce. L'éclairage était le même, les meubles étaient les mêmes, tout semblait exactement à sa place, mais il y avait cette impression que plus rien n'était pareil. C'était comme si tout l'espace attendait un geste, un mot, une acceptation silencieuse de ce qui allait se produire. C'est dans cette atmosphère tendue qu'un événement inattendu se produisit. L'un d'eux, submergé par une émotion indéfinissable, s'assit par terre comme si ses jambes l'avaient lâché. L'autre s'approcha lentement,
avec un profond respect, comprenant que ce geste n'avait rien de théâtral. C'était un abandon, une ouverture totale à l'inconnu. Zhang dirait que c'est précisément à ce moment que le soi entre en contact avec la conscience et réclame de l'espace. Leurs respirations se synchronisèrent sans qu'ils s'en rendent compte, créant un pouls commun, comme s'ils partageaient un seul rythme intérieur. Et puis, presque imperceptiblement, une lueur différente apparut dans leurs yeux, comme si une compréhension silencieuse venait de les envahir. Le tournant ne survint pas sous la forme d'un événement spectaculaire, mais sous celle d'une vérité simple et bouleversante. L'un d'eux finit par dire, d'une voix basse, presque brisée par l'émotion du moment, « Je comprends maintenant. Ce qu'il y avait entre nous ne cherchait pas à être vu, il cherchait à être reconnu. » Ces mots tombèrent dans l'air comme une pierre jetée dans un lac profond. L'autre resta silencieux pendant de longues secondes, car ces mots n'étaient pas qu'une simple pensée. C'était une porte qu'ils devaient franchir ensemble. Et la question qui surgit aussitôt en eux, aussi inévitable que l'éclair, était silencieuse et dévastatrice. Si ce qui existait entre eux n'était pas qu'une relation, alors qu'était-ce? Tandis qu'ils tentèrent de comprendre, un souvenir involontaire se réveilla chez l'un d'eux, et ce souvenir apporta une révélation inattendue. Il se souvint d'un rêve récurrent de son enfance, qu'il avait pourtant complètement oublié jusqu'à cet instant. Dans ce rêve, deux silhouettes marchaient côte à côte, tenant un petit artefact circulaire divisé en deux, qui ne révélait sa lueur que lorsque les deux parties se touchaient. Le souvenir lui revint avec une telle force qu'il en eut le souffle coupé. Lorsqu'il raconta son rêve à l'autre, il pâlit légèrement, non de peur, mais d'une reconnaissance immédiate. Lui aussi avait fait un rêve semblable dans son enfance, avec de légères différences, mais la même structure symbolique. Carl Jung disait que certaines images appartiennent à l'inconscient collectif et peuvent apparaître chez différentes personnes pour exprimer une même vérité intérieure. Et maintenant, face à cette incroyable coïncidence, ils comprirent que le symbole qui les hantait n'était pas nouveau. Il était ancien, bien plus ancien que n'importe quel événement survenu entre eux. Le poids de cette reconnaissance rendait l'air plus lourd. Assis côte à côte, ils ne parvenèrent pas à rompre le silence. Le symbole, qui auparavant semblait une simple coïncidence esthétique, commençait à prendre la forme d'un appel ancestral, quelque chose qui avait traversé le temps pour les trouver à cet instant précis. Le sol semblait vibrer légèrement sous eux, non pas littéralement, mais comme une sensation intérieure qui se propageait de leur poitrine jusqu'au bout de leur corps. C'était comme s'ils étaient sur le point de se souvenir de quelque chose qu'ils ignoraient avoir oublié. C'est alors que la tension atteignit son paroxysme. Ce n'était pas un sentiment de danger, mais de vérité. Une vérité trop grande pour être ignorée, trop grande pour être reportée. Le symbole était là, prêt à être compris. Dès le départ, leur relation n'était pas qu'une simple relation. C'était un portail, un chemin vers quelque chose qui exigerait courage, abandon et lucidité. Carl Jung disait toujours que le soi, lorsqu'il se révèle enfin, ne demande pas d'explication. Il demande de la volonté. Et à présent, le soi était devant eux. L'un des deux prit finalement une profonde inspiration et, avec une fermeté tranquille, demanda « Si c'est un portail, alors par quoi doit-il nous faire passer ?» La réponse n'est pas encore venue, mais la question restait en suspens, préparant le terrain pour la dernière étape du voyage. La dernière partie allait enfin commencer. La révélation qui planait entre eux depuis le début finit par se manifester, non comme un événement surnaturel, mais comme une clarté qui prit forme en chacun d'eux simultanément, comme si un voile s'était lentement levé sur ce qui avait toujours été visible, sans jamais être compris. Carl Jung disait que le véritable éveil ne survient pas comme un moment de gloire, mais comme un retour à l'essentiel, à la simplicité, à ce qui a toujours été là. Lorsqu'ils prirent conscience de cela, tout ce qu'ils avaient vécu se transforma. Le symbole qui les avait accompagnés, cette figure répétée dans les rêves, les vapeurs, les feuilles, les coïncidences, n'était pas un portail vers un autre monde, mais vers leur propre monde vu de l'intérieur. Il était l'image de ce qui devient possible lorsqu'une relation cesse d'être un refuge et devient clarté. Ce symbole exigeait d'être reconnu non pas parce qu'il imposait une dévotion,
mais parce qu'il indiquait le chemin vers la pratique de la liberté intérieure. Assis côte à côte sur le sol, sentant qu'une révélation profonde avait enfin émergé, ils comprirent que cette révélation n'était pas destinée à clore l'expérience, mais à lui donner une nouvelle dimension. La rencontre entre deux consciences éveillées ne sert pas seulement à tisser un lien particulier, mais aussi à leur apprendre à percevoir leur propre vie comme ce lien. Jung disait que la fonction ultime de la rencontre humaine est d'éveiller la totalité, et que cette totalité n'est pas une destinée, mais un exercice continu. Là, dans le silence dense de cette nuit, ils réalisèrent tous deux que le portail qu'ils avaient entrevu n'était pas métaphysique. Il était concret. C'était un choix quotidien, une invitation constante à vivre avec la même présence qu'ils se portent l'un à l'autre dans leurs moments les plus intimes. La tension qui imprégnait l'air commença à se dissiper lentement, non pas parce que le mystère était résolu, mais parce qu'il était désormais intégré. C'était comme si l'atmosphère se détendait à mesure qu'ils comprenaient le message essentiel. Le symbole évoquait l'union de deux êtres qui demeurent entiers, même au contact. Il montrait, dans sa forme simple et sans équivoque, que la relation éveillée n'est ni fusion, ni dépendance, ni promesse. C'est participation consciente. C'est une liberté qui s'entrelace sans perdre son propre axe. C'est un mouvement qui prend naissance au centre et s'étend vers l'autre sans exiger de retour. Et cette compréhension prit forme en eux comme un soulagement physique, comme si un poids avait enfin trouvé sa juste place. C'est alors que l'émotion commença à émerger, d'abord comme une douce chaleur dans leur poitrine, puis comme une gratitude silencieuse, profonde et informe. Jung disait que la véritable gratitude n'a pas d'objet, car elle n'est pas dirigée vers quelqu'un, mais vers l'existence elle-même. Et c'est ce qu'ils ressentirent tous deux, reconnaissant non pas pour ce qu'ils avaient trouvé l'un chez l'autre, mais pour ce qu'ils avaient pu voir en eux-mêmes grâce à cette rencontre. Ils comprirent que tout le voyage, les synchronicités, les signes improbables, les silences denses, les conflits sans désaccord, avaient servi un seul but: enseigner que l'état d'éveil n'est pas un but à atteindre et à conserver, mais une voie à suivre. De cette prise de conscience naquit un changement radical. La relation n'avait plus besoin d'être entretenue, expliquée ou garantie. Elle était simplement vécue. Non pas comme un engagement rigide, mais comme une pratique continue de la présence. Ils comprirent enfin qu'être ensemble ou séparés n'entravait en rien leur découverte. La relation éveillée ne dépend ni de la proximité physique, ni de la permanence temporelle, ni d'un destin commun. Elle ne dépend que de la conscience. Jung affirmait que les véritables liens ne reposent pas sur des promesses, mais sur l'authenticité. Et désormais cette vérité s'imprimait en eux comme une marque lumineuse, indélébile. À mesure qu'ils saisissaient cette vérité, l'expérience prenait un nouveau rythme, plus calme et pourtant plus vibrant. Ils sentèrent que le portail s'était ouvert non pas sur un autre plan, mais sur la vie quotidienne. Et que le véritable défi commençait précisément là. Mettre en pratique ce qu'ils avaient appris de cette rencontre. C'était là le sens ultime de la révélation. Il ne s'agissait pas d'une expérience extraordinaire réservée à de rares moments, mais de transformer l'ordinaire en un chemin. Des tâches simples, comme cuisiner, marcher, travailler, converser, devenaient des exercices de présence, d'écoute et d'attention. Jung disait que l'individuation n'est pas un exploit héroïque, mais une pratique humble, un pas après l'autre, et ce pas devenait désormais visible. Ainsi, le symbole cessa d'être un mystère extérieur pour devenir un guide intérieur. Il révélait 3 pratiques concrètes, accessibles au quotidien à quiconque désireux de s'éveiller véritablement. La première, une sincérité radicale envers soi-même, le courage d'observer ses propres impulsions avant de les projeter sur autrui. La seconde, une écoute profonde, la capacité d'écouter avec tout son être et non seulement avec son intellect. La troisième, une liberté consciente qui ne confond ni autonomie et fuite, ni présence et dépendance. Ces pratiques formèrent le cadre de ce qu'ils concevèrent désormais comme une relation éveillée, et toutes étaient à la portée de quiconque était disposé à se tourner vers l'intérieur. À partir de ce moment, le récit commença à se dénouer lentement, tel un tissu qui, ayant accompli sa mission, s'ouvre désormais à un usage concret. Ils savaient que leur expérience ne dépendait pas de circonstances particulières, mais d'une attitude,
Ce qu'ils appelaient « symbole » n'était en réalité qu'un miroir. Un miroir qui révélait que la véritable transformation naît de la rencontre de deux êtres et de la possibilité pour la présence de l'un d'amplifier celle de l'autre. Et cela ne requiert ni destin, ni âme sœur, ni perfection. Cela requiert seulement de la lucidité. Au terme de cette nuit, lorsqu'ils se relevèrent, la paix transparaissait dans chacun de leurs gestes. Non pas une paix lointaine ou idéalisée, mais une paix vivante, humaine, pleine de mouvement. C'était la paix qui jaillit de la compréhension. Tout ce qu'ils cherchaient l'un chez l'autre se trouvait depuis le début en eux-mêmes. Et maintenant, en se regardant, ils voyaient non seulement le reflet de leur propre être, mais aussi la possibilité de continuer à évoluer. Jung disait que le véritable but de toute rencontre significative est de rendre l'individu plus entier. Et maintenant, enfin, ils étaient si prêts à aller de l'avant. Non plus comme deux êtres qui se complètent, mais comme deux êtres qui se reconnaissent. Et c'est là que votre histoire vous rejoint. Car rien de ce qui s'est passé entre eux n'est unique. Rien n'appartient uniquement au scénario. Tout cela est accessible à quiconque souhaite cultiver la présence, la responsabilité émotionnelle et la liberté intérieure. Le chemin vers des relations épanouies commence par la manière dont vous vous positionnez par rapport à vous-même et aux autres. Il commence par le silence que vous choisissez d'écouter, l'ombre que vous reconnaissez, l'émotion que vous ressentez sans la transformer en arme. Cette pratique se trouve au quotidien, dans le geste que vous cessez d'automatiser, dans le mot que vous choisissez consciemment, dans la respiration que vous prenez avant de réagir. Si à un moment ou un autre de ce cheminement, vous avez ressenti un changement en vous, alors le symbole parle déjà, et vous pouvez l'intégrer à votre vie dès maintenant. Autorisez-vous à observer vos relations plus profondément. Autorisez-vous à vivre une liberté sans peur. Autorisez-vous à reconnaître ce qui touche votre essence lorsque vous rencontrez une autre conscience vivante. N'attendez pas le moment parfait. N'attendez pas d'être prêt. La pratique commence ici et maintenant. Et si ce scénario a éveillé quelque chose en vous, ne serait-ce qu'un doute, une curiosité, un léger tremblement intérieur, alors je vous demande, aimez cette vidéo. Laissez un commentaire. Cela peut rester anonyme si vous le souhaitez. Et abonnez-vous à la chaîne, votre présence ici fait toute la différence. Votre participation alimente ce dialogue, un dialogue qui transcende les esprits et les cœurs. C'est ainsi que nous poursuivons notre chemin ensemble en élargissant les consciences, une rencontre à la fois.